Bienvenue au podcast Le Temps d'arrêt. Bonjour à tous, bienvenue au 81e épisode du Temps d'arrêt. Aujourd'hui, on va parler de la saison 2024 des Alouettes qui se mettra en branle ce soir même. Très heureux de recevoir à nouveau Pablo Herrera Vergara. Pablo, ça va bien? Ça va très bien, merci. Et toi? Très bien, merci. Très excité de parler de la saison des Alouettes. On s'est parlé à plusieurs reprises l'année passée dans une saison victorieuse où il y a eu beaucoup d'effervescence. Donc, c'est très excitant de repartir un petit peu la machine. Pablo, tu étais déjà chroniqueur pour Three Down Nation. On peut lire tes articles via le site, via ta plateforme X aussi. Mais cette année, tu as une petite nouveauté de ton côté. Tu pars un podcast 100% francophone sur les Alouettes avec Renaud Bourbonnais qui couvrait déjà les activités de l'équipe. Donc, parle-nous un petit peu de ce projet que vous lancez à deux pour combler un besoin là, dans le marché des Alouettes, là. Exactement, je pense que tu l'as bien dit, c'est pour combler un besoin. Il y a deux excellents podcasts en anglais, puis je pense que c'est important de le souligner pour tout ce qui est activité Alouette. Mais Renaud et moi, ça fait plusieurs années qu'on se dit on veut se lancer un podcast ensemble, puis on aime ça travailler ensemble. On a plusieurs années, on a fait de la radio ensemble à BPM Sport, Ouais. donc on s'est dit, regarde, ce serait une belle opportunité pour nous autres de pouvoir offrir ça aux partisans un peu d'un podcast en français, puis on va offrir entrevues, analyses, puis des surprises par-ci par-là. Donc, on a vraiment hâte de commencer. On est vraiment excités. Puis le premier épisode sera disponible dans les prochains jours. On va attendre la fin des matchs, la fin de semaine, puis on va faire un petit tour là-dessus. Donc, non, on est vraiment excités. Puis, écoute, merci d'avoir pris le temps d'en parler un petit peu. Ça fait plaisir, très hâte d'écouter votre contenu aussi. Ça fait un bon recap aussi des activités de la semaine là, pour ceux qui manqueront les matchs. On va commencer dans le vif du sujet, Pablo. On a eu une hors-saison quand même très chargée du côté des Alouettes. Il y a eu des départs, des arrivées aussi. Ça a été quand même assez phénoménal le nombre de joueurs qui sont restés dans le bateau. On va vous présenter l'alignement par rapport aux chartes de position. Ainsi, on va pouvoir un petit peu découvrir l'édition 2024 des Alouettes, les joueurs qui se sont greffés à l'équipe. On a quand même amené beaucoup de compétitions de l'extérieur, beaucoup de joueurs américains qui sont venus, si on veut, monter la barre, le niveau de compétitivité. Et en bout de ligne, ben, la plupart des postes, ben, ce sont nos partants de l'année dernière, nos joueurs qu'on avait déjà sous nos actifs qui les ont gagnés. Donc, ça fait en sorte qu'il n'y a pas eu de surprise majeure lorsqu'on a annoncé les coupures. J'aimerais que tu nous parles un petit peu du camp d'entraînement là, 2024 des Alouettes, là. Non, comme tu l'as dit, je pense qu'il y a pas eu d'immense surprise. Il y en a peut-être eu je vais en parler à la fin de ce petit segment, mais au niveau du camp d'entraînement, comme tu l'as dit, les postes ont été comblés par les partants de l'an dernier. Un camp solide, puis tout au long du camp d'entraînement, on sentait que la concentration était au tapis. On voyait que les joueurs veulent vraiment en gagner une deuxième de suite. Puis c'est souvent ça le piège. Tu viens de gagner une Coupe Grey, tu te dis oh, je peux peut-être aller un petit peu plus mollo l'année suivante, mais autant Jason Moss que Danny Machocha se sont Ouais. assurés que les joueurs se sont bien entraînés durant l'entre-saison. Puis c'est Mathieu Pou qui le dit à RDS, mais c'est un peu la même mentalité qu'avait eu Mark Trestman à l'époque en 2010, lorsque les Alouettes avaient gagné la saison précédente en 2009. Donc, je pense que c'est bien parti. Puis un bon camp d'entraînement solide. Les partants ont fait le travail lors du match préparatoire. C'est ce qu'on voulait voir. Ça a rassuré un peu les partisans. Puis ça devrait être tout un match ce soir contre les Blue Bombers. Justement, là, au moment où l'épisode sortira, le premier match de la saison sera déjà derrière nous. Pour parler un petit peu des débuts de cette saison, ben, la semaine prochaine, l'équipe prendra la direction d'Edmonton pour ensuite revenir à Montréal pour jouer son premier match à domicile le 20 juin contre Ottawa. Par après, il faut aller jusqu'à la 7e semaine pour voir la première semaine de pause, là, le bye week des Alouettes. Donc, ensuite, ça ira aux semaines 13 et 18. Donc, c'est un début de saison, un début de calendrier éreintant quand même pour l'équipe. Comment tu vois justement, les joueurs souvent vont quitter le camp d'entraînement, ils ont fait plusieurs pratiques par jour, on est quand même assez épuisé. Comment tu vois ce début de saison alors que le bye week arrive quand même tard, là, c'est le premier bye week arrive quand même tard cette année, là? Honnêtement, je pense que c'est une excellente nouvelle pour les Alouettes, puis je vais t'expliquer pourquoi. Parce que oui, c'est vrai que le camp d'entraînement a été éreintant. Par contre, lorsque tu regardes les partants,
la majorité ont joué un quart pendant la pré-saison. Donc, le niveau d'enthousiasme, le niveau de forme est encore bien présent. On a évidemment pendant les entraînements une certaine intensité, mais c'est sûr que c'est pas comme de jouer des matchs. Donc, je pense que de prendre le rythme rapidement, surtout avec un excellent adversaire pour le premier match, ça va donner Mm. quelque chose de plus. Tu sais, ça va vraiment partir bien la saison. Puis que ce soit une victoire ou une défaite, au moins d'en avoir une dans le corps, puis d'en jouer une la semaine prochaine. Je pense que c'est une bonne nouvelle pour les Alouettes. Au cours des dernières années, des fois, il y avait eu une semaine de congé lors de la première semaine. Puis c'est encore plus difficile parce que tu dois prendre le rythme après une semaine après tout le monde. Donc, honnêtement, je pense que le timing est parfait. Puis j'ai hâte de voir justement comment est-ce que les Alouettes vont être capables de gérer cette fatigue. Peut-être une semaine avant la semaine de relâche, mais en attendant, je pense que c'est bien On parti prévoit pour des les bonnes Alouettes. choses, là. C'est un beau calendrier. On se lance dans cette charte de position. On va commencer avec l'attaque. Ben, c'est le statu quo au niveau des carrières. Le Cody Fajardo qui entame sa deuxième saison avec l'équipe, tout comme Caleb Evans, qui est le spécialiste des faux filets du corps. Fajardo, après une saison quand même correcte, là, une bonne saison où il y a eu un petit peu des performances en dents de scie. Il a fini en beauté, le joueur par excellence de la Coupe Grey. On a aussi Davis Alexander qui a bien paru en pré-saison, qui pourrait être le corps numéro 2 si jamais Fajardo se blessait. Comment tu vois les Alouettes à la position de corps pour cette année? Comme tu l'as dit, stabilité, c'est un mot qui va revenir souvent aujourd'hui, stabilité. Ouais. On a vraiment gardé le même trio de carrière, puis on sent que Jason Moss aime beaucoup Caleb Evans aussi. Donc, je pense que si Fajardo devait se blesser, c'est encore Caleb Evans qui aurait cette opportunité-là. Malgré que le fait pour moi que si on veut penser à l'avenir, je pense que Davis Alexander doit être Ouais. le carrière derrière lui, mais ça, c'est, écoute, t'en parles à Jason Moss, puis il est en amour avec, avec Caleb Evans, donc je pense que de ce côté-là, ça va être assez difficile de le tasser comme deuxième, mais chose certaine, les Alouettes peuvent compter, comme on l'a dit, sur une stabilité, puis d'avancer ça une deuxième année dans le même système, je pense que c'est vraiment une bonne nouvelle parce que Ouais. surtout la position de carrière, c'est super important que le carrière soit bien le général de l'attaque. Et on le dit, plus la connaissance du Kaiju est là, mieux c'est. Puis de ce côté-là, les Alouettes sont très bien nantis. Fajardo va entamer cette saison avec plus de confiance, une meilleure connaissance de ses coéquipiers, du livre de jeu. Comme tu viens de le dire, tout est positif. Donc, je pense que ça ne serait pas fou de penser que Fajardo pourrait connaître encore une meilleure saison que lors de la Mhm. saison régulière, du moins 2023. Au niveau des demi-offensifs, des porteurs de ballon, mais là, il y a eu un changement quand même important, changement de garde, où on a laissé partir Will Stenback, qui est du côté des Lions de la Colombie-Britannique. Et on a fait place à un joueur qui a pris son mal en patience, mais qui a vraiment bien performé lorsqu'il a été appelé en renfort. On parle ici de l'Américain Walter Fletcher, qui sera le demi-offensif partant. C'est un Américain. Il est bon par la passe, il est explosif, il peut briser des plaqués. Je trouve que c'est un demi quand même assez complet. Il sera quand même bien secondé du Canadien Joshua Antwi. Troisième saison à Montréal, c'est un Canadien. Il peut quand même bien se transposer dans le système qui emploie Walter Fletcher. Et on a amené Sean Thomas Erlington, l'ancien carabin, un vétéran de 31 ans, qui est amené en tant qu'agent libre. Il sera employé dans des situations précises, mais il va jouer sur les unités spéciales, un joueur que Danny Machoja connaît très bien. Donc, ça fait une belle unité de 3 quand même pour entamer la saison. Avec deux Canadiens, c'est assez rafraîchissant, là. Oui, absolument. De Joshua Antwi, ça n'a jamais été mon porteur de ballon préféré. Moi non plus. J'ai toujours des souvenirs de lui qui échappe Du match deux contre ballons Ottawa. de match contre Ottawa, il échappe des ballons, mais on va lui donner, on va lui donner raison dans le sens où il continue à travailler. S'améliorer, Puis je ouais. pense qu'il est vraiment rendu un bon deuxième porteur de ballon fiable canadien en plus, donc c'est vraiment bien. Puis Sean Thomas Arlington, c'est une belle addition aussi. La seule chose qui m'inquiète un peu de ce trio-là, c'est justement les courses en puissance. On l'a dit, Willem Stenbach, c'était un gars qui allait nord-sud. Puis c'est ça qui est intéressant parce qu'on avait vraiment deux types de porteurs de ballon, un type de porteur de ballon nord-sud, puis vraiment Fletcher qui est capable d'être plus est-ouest, donc capable de faire des feintes avant d'exploser. Donc, je pense que vraiment, de ce côté-là, les Alouettes vont peut-être manquer, vont peut-être manquer un peu de puissance au niveau des porteurs de ballon. Ceci étant dit, je pense que William Stenbach ne cadrait plus vraiment dans la, non, je dirais pas dans la philosophie des Alouettes, mais dans l'évolution des Alouettes. Je vais dire ça comme ça Bien dit, parce ouais. que
On l'a vu en fin de saison, oui, il a connu un bon match de la Coupe Grey, mais on l'a vraiment vu en pente descendante. C'est plus Ouais, le même porteur de ballon que s'il était. Et c'est pour ça que pour moi, ça aurait été encore mieux si oui, ça aurait été encore mieux si les Alouettes avaient été capables d'aller chercher un joueur comme, je sais pas, un A.J. Willett, un un joueur de cette trempe-là Oliveira, pour un Brady Oliveira, qui les deux Purdy. étaient disponibles au marché des joueurs autonomes. Donc, pour moi, ça aurait été vraiment extraordinaire. Mais dans la mesure où on n'est pas allé chercher un de ces deux gars-là, je pense que Walter Fletcher va faire le travail. Puis ça va être à Fajardo, justement, de combler ce peut-être de manque de puissance-là avec quelques courses improvisées de sa part, un, et de deux, peut-être une plus grande pression sur son jeu de passe. Donc, ça va être à lui de répondre aussi, mais je pense que c'est ça qui va manquer aux Alouettes cette année. On va le voir là, au cours de l'épisode. Danny Machocha a clairement mis son argent ailleurs qu'à la position de porteur de ballon. Mis beaucoup d'argent dans sa défensive. Mhm. On le verra un petit peu plus tard. Quand même, point à noter, la présence de Stevie Scott III qu'on a signé durant l'hiver, a eu une place au sein de l'équipe de pratique. Il a eu une belle carrière à l'Université Indiana. Donc, un bon camp d'entraînement aussi. Euh, Parle-nous un petit peu de lui, de ce que tu as vu de lui au camp. Un petit mot s'il pourrait venir être appelé en renfort si jamais Fletcher devait tomber au combat, là, un Américain pour un autre. Qu'est-ce que Mhm. tu as vu et aimé de Scott qui a été préféré à un Weber, l'ancien d'Ohio State, qui a été coupé? Mhm. Ben, Stevie Scott, je pense qu'il a gagné beaucoup de points pendant le camp d'entraînement. Au niveau de son éthique de travail, il était vraiment solide. Personnellement, je n'ai pas été impressionné on l'a employé durant les rencontres. On nous l'a présenté comme un porteur de ballon puissant, capable de justement remplacer peut-être un peu cette dynamique de William Stenbeck. C'est clair qu'il n'a pas fait assez pour tasser Fletcher. Puis c'est pour ça qu'il se retrouve dans l'équipe de pratique d'ailleurs. Euh, mais lorsqu'on regarde un joueur en équipe de pratique, c'est intéressant parce que si Fletcher devait se blesser, je ne suis pas sûr que ce soit Josh Roundtree qui serait le partant. Je pense qu'on Non, c'est donnerait une ça. chance à Stevie Scott de justement de se faire valoir à cette position-là. Donc, c'est bien qu'il soit resté dans l'entourage de l'équipe. Ça va être à lui maintenant de continuer à travailler. Puis, on l'a vu l'année passée, Stanback a définitivement pas joué tous les matchs de la saison. Donc, c'est Puis, important d'avoir blessure, ça arrive. un gars prêt justement à embarquer dans la formation. Donc, de ce côté-là, je pense que les Alouettes ont pensé à ça, puis ça devrait être assez intéressant pour voir. Rapidement, au niveau des centres arrière, là, on note le départ de James Stock. David Dallaire sera le partant, lui qui a pris plus de place l'année passée au cours de la saison. Jacob Masson en sera à sa première saison avec l'équipe aussi, va surtout jouer sur les unités spéciales. La position de receveur de passe, ben, le gros point, ça a été le départ d'Austin Mack vers les Falcons d'Atlanta. Ce fut la révélation l'année passée, une chimie extraordinaire avec Cody Fajardo. Ben, le vétéran qu'on avait amené un petit peu pour le remplacer, c'était Tevin Jones en provenance des Rough Riders de la Saskatchewan. Eh bien, ça a été pas mal la seule surprise, si c'en est une. Donc, c'est une surprise, mais on n'est pas tombé en mode notre chaise du tout là, du camp d'entraînement. Il a été retranché. Donc, avant d'y aller de nos partants, petit mot justement sur la coupure de Tevin Jones au profit d'un joueur qu'on va mentionner plus tard qui a vraiment pris sa place là. Ouais. Puis ce joueur-là a un nom extraordinaire, pour Ouais. vrai, c'est magnifique. Mais pour tout ce qui est de Tevin Jones, j'ai pas eu la chance de le voir tant que ça au camp d'entraînement, mais moi, je suis presque en tombant en bas de ma chaise, puis je vais t'expliquer pourquoi. Parce OK. que on l'a On l'a amené Saskatchewan en héros. Danny Machocha a fait une conférence de presse au complet pour parler de lui. Ouais, c'est clair, ça a duré à peu près 20-25 minutes, mais quand même, c'est lorsqu'on la met, c'est pas évidemment pour tous les joueurs signés qu'on fait une conférence de presse. Puis dans son cas, on sentait vraiment Machocha positif que Tevin Jones pouvait devenir le remplaçant d'Austin Mack. Puis je voyais pourquoi, parce que Tevin Jones en Saskatchewan, il a connu sa part de succès. Ouais. Il y a eu des difficultés en fin d'année la saison dernière, mais en tant que tel, c'est un gars qui est capable de faire des gros jeux, des gros attrapés. Notamment, il en avait fait un contre les Stampeders de Calgary, moitié d'année, une passe prof dans les passes du désespoir dans les dernières secondes du match. Il avait converti ça en touché. Mais c'est un joueur qui était capable de faire des gros jeux. Maintenant, non seulement son remplaçant a été meilleur que lui, mais Charleston Rambo l'a complètement sorti des plans de Jason Moss. Ouais. Puis moi, je pensais que Rambo allait avoir une place sur l'équipe de pratique. Puis après ça, s'il devait se passer quelque chose, il allait rentrer dans la formation. Parce que Tevin Jones n'a pas joué le deuxième match à Ottawa. Et Ouais. le deuxième match à Ottawa, on a laissé tous les partants à la C'était des maison. réservistes. Ouais. Donc, c'est pour ça que je me dis que pour moi, il doit y avoir quelque chose d'autre qui s'est Ouais. passé. Je peux pas croire que
parce que si Taven Jones avait vraiment eu un si mauvais camp d'entraînement, on l'aurait envoyé à On l'aurait Ottawa, fait jouer, ouais. un pour le punir, puis deux pour lui montrer que OK, sa place est encore en jeu. Non, on l'a gardé à la maison. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est passé Bon dans ce point. dossier-là. Mais de façon générale, Charleston Rambo a fait le travail, il est explosif, puis c'est tout un joueur en entrevue. Je vais essayer de l'avoir en entrevue cette année. Il est extraordinaire. Il a une énergie incroyable. Donc, j'ai hâte de le voir ce soir. Puis, moi, je l'ai choisi personnellement comme mon joueur dans la Ligue canadienne qui va connaître son breakout season. Donc, sortir de long. Mais en fait, Extraordinaire. il n'y a personne qui le connaît beaucoup. Mais pour moi, j'ai l'impression qu'il va être le joueur qui va sortir du lot. Puis, j'ai vraiment hâte de le voir. Justement, Charleston Rambo sera partant euh, contre Winnipeg dans ce début de saison. C'est un joueur qui a signé avec l'équipe quand même tardivement là, au mois de mai. Il a 24 ans, il a joué à l'Université de Miami, il a passé du temps avec les Eagles, donc quand même un gros pedigree, comme tu l'as dit, très, très rapide pour venir remplacer Mac. Les autres unités, les autres joueurs qui font partie de cette unité de partant-là, ben, on a deux Canadiens, deux autres Américains. Les Canadiens, ce seront les têtes d'affiche. On parle de Tyson Philpott qui a prolongé son entente avec les Alouettes. Troisième saison en claire progression. Il est excellent pour trouver l'entrezone. C'est lui qui a fait le toucher victorieux à la Coupe Grey. On peut compter aussi sur Kian Julian qui est de retour en santé. S'était blessé durant la saison. On avait perdu ses services en fin de saison. Très dangereux sur les longs jeux aériens. Willie Snead, un Américain, deuxième saison avec l'équipe aussi en progression tout au long de l'année. Là, il y a eu des performances extraordinaires, des matchs où il était un petit peu plus discret. Finalement, Cole Speaker, américain aussi à sa troisième saison à Montréal. Quelques performances en dents de scie. Là, on en attendait un petit peu plus l'année passée, mais il a quand même su faire des attrapés importants au bon moment. Qu'est-ce que en tant qu'unité de 5, comment tu trouves cette unité et comment elle se démarque? Là? Je la trouve assez solide, cette unité, parce que oui, on a deux Canadiens, puis lorsqu'on regarde souvent le groupe de receveurs, on s'attend à avoir des Américains en tête d'affiche, mais pour les Alouettes cette année, euh, Exact. on a vraiment Philpott et Julian Grant qui sont le visage techniquement de ce corps de receveurs. Puis, sais-tu quoi? Je vais te dire une chose, j'espère qu'ils vont le demeurer, cette tête d'affiche-là, puis je vais m'expliquer. Ces deux joueurs-là ont énormément de talent, ont énormément de vitesse, les deux. Puis, ça doit être justement l'image des Alouettes. Faut que dès le premier match, il faut que Fajardo les implique comme des receveurs numéro un. Puis pas qu'on essaie souvent d'aller chercher comme des jeux du désespoir avec des joueurs comme Rambo, avec des joueurs comme Speaker, parce que je pense vraiment que ces deux joueurs-là doivent bâtir leur statut de receveur, peut-être même un et deux de cette équipe-là, puis de monter en puissance pendant l'année, puis il faut leur donner cette opportunité-là. Ils ont vraiment le talent pour le faire, puis ça ne change rien du fait qu'ils sont Canadiens, qu'ils ne sont pas Américains. Pour moi, ça ne change rien. Ces deux joueurs-là doivent, pour moi, être la tête d'affiche Les des meilleurs. Ouais. receveurs des Alouettes, et justement, il faut les utiliser, il faut leur donner des chances. Puis ça, j'espère que Fajardo va donner des chances à ce joueur-là de faire des attrapés, de se battre pour les ballons, puis des situations d'un contrat, leur donner la chance d'aller chercher des attrapés. Puis déjà là, je pense que ça va donner grandement confiance au reste du corps des receveurs. Puis après ça, d'aller chercher le reste. Mais je pense que ces deux joueurs-là doivent être la tête d'affiche cette année. Notons quand même l'absence de Reggie White Jr. qui avait passé la saison complète euh, dernière sur la liste des blessés. Mais là, il a été placé sur la liste des blessés de 6 matchs. Quand même, pour donner un petit peu d'espoir aux gens, ce n'est pas la même blessure qui lui a fait manquer sa saison au complet. Donc, on pourrait revenir là, quelque part durant l'été. Mais c'est sûr que ça serait, dépendamment de comment performe l'unité, ça serait définitivement une addition importante pour l'équipe. Parlons de cette ligne offensive maintenant, qui en début de saison avait éprouvé tant de problèmes, puis que finalement en fin de saison, ben, ils ont fait vraiment le travail pour donner du temps à Fajardo, pour vraiment lui donner de la confiance, pour éventuellement aider à donner un championnat aux Alouettes. Commençons par dire que aussi le joueur de ligne offensive Jamar McGloster, qui a été placé sur la liste des blessés de 6 matchs, là, donc c'est un autre Américain qui le remplace, là, Joshua Donovan. Pour le reste de l'unité, le retour encore de Nick Callender, troisième saison pour l'Américain avec l'équipe.
P.O. Lestage, troisième saison aussi, solide joueur de ligne qui s'était blessé en fin de saison, qu'on avait perdu les services. Justin Lawrence qui a prolongé son entente avec l'équipe. Le centre, c'est sa deuxième saison, une bien meilleure deuxième moitié de saison de son côté. Philippe Gagnon, du côté droit de la ligne, quelque peu volé la place pour le début du camp euh, à Christian Matt, qui a prolongé aussi son entente avec l'équipe. Il a décidé de mettre disons, sa retraite sur pause. Donc, 5 joueurs qui, quand même, se connaissent bien. Il n'y a pas vraiment de nouveaux venus, autre que Joshua Donovan, mais qui avait quand même passé du temps avec l'équipe. Est-ce que c'est une ligne en qui tu as confiance pour connaître un meilleur début de saison que l'année passée? Moi, c'est vraiment mon point d'interrogation cette année. Puis on en a parlé l'an dernier, puis toutes les entrevues qu'on a réalisées, c'est au camp d'entraînement par rapport à justement à quel point cette ligne offensive dit qu'elle va être meilleure que l'an passé. Ça aurait dû pour moi commencer l'autre jour contre les Argos. On a vraiment vu cette unité-là va devoir travailler en équipe, va devoir sortir des grandes performances parce que Cody Fajardo, c'est pas le carrière, c'est pas un Trevor Harris qui va lancer Non. directement lorsqu'il reçoit le ballon. Il a besoin de temps. On l'a vu la saison dernière, ça a été extrêmement difficile pendant la plus grande partie de l'année. Puis même en finale de l'Est, Fajardo a subi énormément de pression. C'est vraiment lors de la Coupe Vue que ce groupe-là s'est vraiment solidifié. Et pour moi, tout simplement, le nombre de victoires pendant l'absence de McGloster va dépendre de Joshua Donovan. C'est dommage. C'est triste à dire qu'un joueur. C'est en fait pas triste, mais c'est vraiment bizarre de dire qu'un joueur qui vient d'arriver autant de pression Autant de sur les pression. épaules. Ouais. Mais c'est vrai, parce que c'est le bloqueur à droite, c'est celui qui va recevoir la pression de Willie Jefferson lors du premier match. C'est lui qui va devoir donner les secondes supplémentaires à Fajardo de son côté fort. Et c'est clair que si Fajardo subi beaucoup de pression lors du premier match, ça va être extrêmement difficile pour lui de prendre son rythme, de gagner en confiance, puis de mener les Alouettes à une victoire. Donc, ça va vraiment dépendre de sa performance, de comment est-ce que l'attaque va être capable de grandir. Puis au niveau du jeu au sol aussi, on l'a vu contre Toronto, ça a été assez difficile pour la ligne à l'attaque, peu importe qui est utilisé, de faire bouger le ballon. Donc, j'ai hâte de voir comment est-ce que Wyatt Fletcher va être capable de jongler à travers ça. Puis c'est peut-être là justement qu'il a un avantage par rapport à Stenbach, c'est que lui, même si l'ouverture n'est pas nécessairement là, il y a la vitesse, il y a l'explosion pour s'en aller à l'extérieur, pour partir de Donne son des options. Ouais. exact, par son propre chemin, faire son propre chemin lui-même s'il n'y a pas de trou. Mais les Alouettes vont devoir lui en créer, puis ça commence dès le premier match. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais pour moi, c'est encore une fois mon point d'interrogation cette année. C'est triste à dire, mais encore une Mais fois, c'est cette unité-là me laisse sur mon appétit. Puis j'aurais aimé justement voir Danny Machocha aller chercher un joueur, un garde, un bloqueur et plus étoile pour justement donner un peu plus de calme, je te dirais, à l'attaque en général. Mais on verra ce que ça va donner. Mais c'est vraiment mon point d'interrogation. on en avait justement parlé dans notre épisode qui mettait fin à la saison 2023, que ça prenait, on voulait que Danny mette son argent sur un joueur de ligne. Il est allé dans une autre direction. Mais c'est un très bon point que tu amènes, que souvent, Fajardo a de la misère à chercher ses options B, C, D. Ben là, si on a un dépanneur qui est prêt, qui rajoute une autre option qui est un petit peu plus facile à aller chercher, ça pourrait aider notre corps. Je m'attends quand même à une progression de la part de P.O. Lesage, qui est à sa troisième saison, qui protège le dos de Cody Fajardo. Donc, c'est un joueur qui est quand même très dynamique, qui joue mine. Donc, de mon côté, j'espère en voir plus de son côté. Un joueur aussi qui est quand même en progression de son côté. On se transporte de l'autre côté du ballon avec la défense. Ben là, on en a parlé tout à l'heure. L'argent a été placé en défense pour conserver nos joueurs importants. On a conservé les services de plusieurs All-Stars, plusieurs joueurs qui ont fait partie des équipes étoiles rapidement. Mustafa Johnson, Sean Lemon, Darnell Sankey, Tyrese Beverett, Deontay Ruffin, Najee Murray ont tous signé des nouveaux pactes avec l'équipe. Commençons avec cette ligne défensive. Premièrement, Lual Uguak, qui avait été excellent en fin de saison. Ancien premier choix des Alouettes, a quitté vers la NFL, donc on lui souhaite le plus de chance. Son départ a quand même créé quelques trous. Au niveau de l'extérieur, donc les chasseurs de corps, on misera sur Sean Lemon, qui a une situation assez précaire en raison de sa suspension. Tu pourras nous en parler un petit peu plus dans ce segment-là, mais il a été suspendu. Cette suspension a été mise
appeal, donc les Alouettes qui veulent remettre en question cette décision. On a surtout fait l'embauche de Isaac Adeyemi Berglund, Canadien de 28 ans, un ancien des Stampeders, mais qui a joué son collège ici. Danny Machocha l'aimait beaucoup. Il aurait voulu le repêcher au moment qu'il était éligible au repêchage. Donc, c'est un bel ajout. On a perdu Uguak, un Canadien. On en a ajouté un autre. C'est un joueur qui a 13 sacs dans les 2 dernières saisons. Et rapidement, pour ce qui est de la profondeur, Avery Ellis est de retour. On a amené aussi Anthony Moultrie, un jeune joueur de 25 ans, a signé cet hiver, à jouer à l'Université de Miami. Parle-nous surtout de la situation de Lemon, mais aussi d'Adeyemi Berglund. Bon, je vais la situation de Lemon assez rapidement. C'est un gars qui est encore en appel. Donc, je vais régler la situation de Sean Lemon assez rapidement. Sean Lemon, il a été suspendu indéfiniment par la Ligue canadienne. Donc, les Alouettes ont porté en appel, bon, en fait, pas les Alouettes, excuse-moi, le Sean Lemon a porté en appel cette décision-là. Puis les Alouettes lui ont permis, pendant cette suspension-là, de continuer à jouer. Donc, c'est un choix que les Alouettes ont fait. Puis, moi, je trouve cette situation, je vais le dire rapidement, assez ridicule parce que Ouais. un appel, ça devrait être assez court. Mais dans le cas de la Ligue canadienne, des appels peuvent prendre plusieurs semaines, voire des mois. On me dit même que la situation pourrait même se régler après la Coupe Grey. C'est assez ridicule Ouais. à ce point-là. Donc, dans le cas de Sean Lemon, la date est loin d'être fixée. Puis, il y a encore le temps de jouer quelques matchs avant d'au moins avoir des nouvelles dans son dossier. Donc, je pense que ce côté-là, on peut passer à autre chose pour l'instant, du moins, au Okay. niveau de Sean Lemon. Mais c'est intéressant de le voir de retour. C'est un joueur qui avait Absolument. vraiment transformé la ligne défensive la saison dernière. Puis c'est vraiment un joueur capable de le faire encore cette année. C'est un joueur qui est dérangeant pour les lignes offensives adverses. Puis il se rend très facilement au carré. Donc je pense que c'est une très bonne nouvelle pour les Alouettes qu'il soit de retour. Puis de l'autre côté, comme tu l'as dit, Adeyemi Berglund, comme je l'ai dit, c'est un joueur qui, pour moi, ça n'a jamais été pour moi un joueur étoile, mais on le voit souvent dans les feuilles de pointage. Il est toujours présent autour du carré. Les plaqués sont solides. Donc ça va être intéressant, mais c'est sûr que la perte de Loa va faire Enfin, extrêmement mal à cette équipe-là. Puis, c'est sûr, c'est clair qu'il va rester de la masse salariale si jamais Uguak devait être coupé par les Buccaneers de Tampa Bay. J'ai pour le l'impression que ramener. Ouais. Chocha s'est gardé de l'argent ou pour Austin Mack ou pour Uguak si jamais un des deux joueurs devenait disponible. J'ai l'impression que cet argent-là est disponible pour lui. C'est dommage que dans les Canadiens, on n'a pas accès à la masse salariale et puis à l'utilisation surtout. Mais je suis pas mal convaincu que je pense il y a eu, en fait, non, je suis convaincu qu'il y a de la place pour un de ces deux joueurs-là si jamais ils devaient être libérés par leur équipe. Ce qu'on ne leur souhaite pas d'ailleurs parce que c'est une Non. belle opportunité la NFL. Mais pour ce qui est des Alouettes, je pense que la ligne défensive va devoir apporter beaucoup de pression, mais si elle n'est pas capable de le faire, les secondaires sont très, très bien capables de le faire. On a une très Ça va bonne ligne. venir aussi de l'intérieur et d'un Mhm. bonhomme en particulier, Mustapha Johnson, troisième saison à Montréal, est vraiment une révélation depuis son arrivée avec l'équipe. A été nommé sur l'équipe d'étoiles aussi. 7 sacs l'année passée, donc il est extrêmement dominant pour stopper les plaqués, mais aussi se rendre au quart. On a amené du soutien. Là, on a signé deux vétérans de 31 ans, Derek Wiggin, l'ancien Stampeders, et Dylan Wynn, qui sera sur la liste des blessés un match, va manquer juste ce début de saison. Du côté de Wynn, c'est un joueur qui a déjà été une étoile dans cette ligue-là, là, 11 sacs en 2019. Depuis, ça va en descendant. Est-ce qu'on va, selon toi, chercher des joueurs capables d'avoir un impact ou plutôt des vétérans qui viennent combler un certain manque, là? Je pense que le camp d'entraînement a montré aux Alouettes que les vétérans, pour le moment, sont meilleurs que les joueurs, que tous les joueurs qui ont essayé durant le camp d'entraînement. Puis c'est pas nécessairement une bonne nouvelle pour, pour les Alouettes parce que Non. oui, Derek Wiggin est bon. Oui, il va pouvoir faire un semblant de travail, puis comme un peu Sewell était capable de le faire la saison dernière. Mais encore là, c'est pas des joueurs qui sont jeunes. Puis j'ai l'impression justement que avec un joueur un peu plus jeune, ça aurait été plus s'il avait été capable de battre justement un joueur comme Wiggin au camp d'entraînement, ça aurait été encore meilleur pour les Alouettes. Mais de façon générale, je pense que Mustapha Johnson, c'est le joueur clé de cette ligue-là. Ouais. Oui, on parle de Sean Lemon, c'est vrai, mais Mustapha Johnson, c'est une machine. C'est un joueur qu'on ne voit pas beaucoup. Il n'est pas nommé souvent dans tout ce qui est équipe d'étoiles, mais c'est un joueur extrêmement utile, extrêmement efficace aussi. Puis je pense que c'est vraiment lui la clé de cette ligne défensive-là. Si lui est capable de bien performer, la ligne va suivre aussi. Donc je pense qu'il y a vraiment une belle progression en plus. Donc j'ai hâte de voir son niveau lors du premier match, mais surtout son évolution durant la saison. Tu l'as dit, là, Armando Sewell a quitté. On a amené des joueurs
en provenance des États-Unis pour compétitionner pour ce poste-là, ce sont les vétérans de la Ligue canadienne qui ont eu le poste. Euh, Là où se trouve la crème, selon moi, de cette équipe-là en entier, c'est au niveau des secondaires. On a un trio de secondaires américains dominant. On a prolongé Darnell Sankey, qui a été le grand leader de cette équipe-là. Tyrese Beverett aussi, troisième saison à Montréal, deux All-Stars. Un autre jeune joueur, Reggie Stubblefield, 25 ans, qui va en être à sa deuxième saison avec l'équipe, a quand même passé relativement près de se créer de se trouver une place dans la NFL. Finalement, il est de retour. Il a faim. C'est un joueur qui veut justement dominer, utiliser Montréal comme un tremplin vers la NFL. Donc, c'est un trio qui vraiment fait des flamèches en fin de saison. Puis c'est vraiment très positif de les avoir de retour, les trois. Là. C'est la clé pour moi de cette défensive. Ouais, Il moi faut que aussi. ces trois joueurs-là performent au niveau où ils sont capables de performer. Et puis, on l'a vu en finale de la Coupe Grey, c'est ça qui a fait la différence. On parle beaucoup de la séquence victorieuse de Fajardo, les passes qu'il a faites, l'attrapé de Philpott. Mais il ne faut pas oublier que c'est les Bombers qui avaient le ballon avant. Puis les Absolument. Bombers Les arrêtés. pouvaient être mis fin au match. Puis c'est Darnell Sankey qui est arrivé avec un sac du corps extraordinaire parce que un premier essai, puis c'était pas mal réglé ce match-là. Donc, il est vraiment arrivé. Il a fait sa place avec les Alouettes, puis il a rallié tout le monde avec lui. Beverett à côté, c'est incroyable. Puis tu as Stubblefield en plus. Donc, Stubblefield écoute, aussi. Quelle c'est vitesse. deux. Quelle vitesse, quel cogneur aussi. Ouais. Puis lui, on l'a vu dès le premier ou deuxième jeu du match contre les Argos, il est allé ramasser Cameron Dukes. Puis je pense que c'était presque assez. Puis les Alouettes ont dit, regarde, c'est bon, il est prêt. Puis ils l'ont pas mal sorti de ce moment-là. Il n'y avait pas besoin de voir autre chose de sa part. Donc, je pense que c'est un trio extrêmement dangereux. Puis, les équipes adverses vont devoir faire attention à deux choses. Les attrapés contestés, les trois sont capables de réaliser des interceptions. Mais l'autre chose, les échappés provoqués. Je pense que c'est Ouais. là qu'ils vont pouvoir être vraiment importants. Ils sont rapides, ils cognent fort, puis c'est là que les ballons peuvent être échappés par des receveurs. Donc, il ne faut pas désespérer si les receveurs attrapent des ballons. Faut qu'ils finissent le jeu avec le ballon. Donc, je pense que ça va être leur travail justement cette année de déranger les receveurs puis de s'assurer que les porteurs de ballon aussi ne passent pas. Puis je pense que ça va être tout un duel. Sankey, Oliveira, là, c'est Ouais. incroyable. On sort le popcorn. Pour les secondés, on peut compter sur un duo de Canadiens si advenant si un des trois partants devait se blesser ou si Noel Thorpe veut utiliser une formation durant le match à 4 secondaires. On a un duo de Canadiens très intéressant. Tyrell Richards, l'ancien premier choix de 2022. On espère qu'il pourra finalement rester en santé. Et le choix de première ronde de l'équipe cette année, Geoffrey Quentin Arcou, un Québécois qui a joué son football à l'université Memphis. Donc, plusieurs le voyaient sortir plus haut. Il a eu un essai dans la NFL, ça s'est terminé. Il a rapidement signé un contrat avec les Alouettes. Il semble extrêmement heureux de faire partie de la formation. Sa famille est venue le voir. Donc, c'est quand même une belle profondeur d'avoir deux Canadiens de grande qualité qui sont très jeunes, mais qui pourraient vraiment exploser là, à tout moment. Là. Absolument. Puis dans la Ligue canadienne, on parle beaucoup du poste de secondaire en tant que tel, mais on parle rarement des utilités justement des joueurs remplaçants comme ceux-là, parce que je pense que Tyrell Richards et Quentin Arcou vont être excellents sur les unités spéciales. Byron Ouais. Archambault a vraiment eu des bons mots à leur égard. Donc, je pense que ces deux joueurs-là vont être dominants sur les unités spéciales. Ça va frapper fort. Puis, c'est ça les Alouettes aussi. Oui, c'est une équipe qui était capable l'an passé de prendre son rythme quand il fallait en attaque. Défensivement, c'était extraordinaire toute l'année. Puis les unités spéciales ont fait le travail. On a limité les retourneurs. Puis justement, les Alouettes vont affronter un retourneur recru en Myron Mitchell. Premier match dans la Ligue canadienne pour lui. Puis lui a quand même sorti beaucoup de joueurs qui auraient pu justement retourner des ballons à Winnipeg. Donc, c'est un bon joueur. Mais les Alouettes vont devoir l'accueillir dans la Ligue canadienne comme il faut. Et je pense que Richards et Quentin Arcou vont être excellents là-dessus. Puis lorsqu'on parle justement de remplaçants de luxe, on est vraiment deux bons. D'ailleurs, Tyrell Richards, l'an dernier, contre Winnipeg, une interception retournée pour un toucher. Donc, non, il faudra l'avoir dans l'arrière de la pensée parce que c'est deux très bons joueurs. On complète cette défensive-là avec la tertiaire. On commence par noter que Wesley Sutton, qui a aussi été sur l'équipe d'étoiles, a été placé sur la liste des blessés des 6 matchs, là, donc va manquer quelques rencontres. Stabilité, encore une fois, par rapport à la fin de la saison passée. Marc-Antoine Dequoy, maraudeur, 5 interceptions l'année passée. On connaît sa vitesse.
possiblement améliorer un petit peu sa lecture du jeu, la lecture du corps arrière. Du côté des demi-défensifs, Kabian Nento, Deontay Ruffin, Nafees Lyon, qui avait été blessé en début de saison, qui a connu tout un camp d'entraînement, qui a faim, qui voulait se créer une place. Il a réussi. Najee Murray aussi, qui est le vétéran de cette brigade-là, 6e saison à Montréal. Lui aussi a été blessé l'année passée. Donc, des visages qui sont bien connus dans ces partants-là. Comme on le dit, stabilité, encore une fois. Les demi-défensifs ont fait le travail la saison dernière, vont être appelés encore à faire le travail cette année. Puis, lorsqu'on regarde la tertiaire, Kevin Nzo, pour moi, c'est le joueur à surveiller. L'an passé, révélation pour moi de la Coupe Grey. Puis oui, Fajardo a été extraordinaire. Ouais. Oui, il méritait son titre de meilleur joueur parce que c'est vraiment lui qui a transporté cette équipe-là à la fin. Mais le deuxième derrière, je pense que Kevin Nzo, un échappé provoqué, une interception extraordinaire, une lecture de jeu magnifique sur Zach Collaros. Donc, lui, il va vraiment être à surveiller cette année. J'ai l'impression que c'est son année pour connaître une certaine éclosion. Puis, on a gardé aussi Creven LeBlanc, donc un gars un Américain qui arrive dans la Ligue canadienne. Puis, lui a de l'expérience dans la NFL, c'est intéressant. Mais lui, il va être réserviste pour commencer la saison, mais c'est un joueur qui, pour moi, a réussi à chauffer Nafees Lyon comme il faut. Oui, Nafees Lyon a été bon, puis oui, Lourd, c'est un autre qui a été blessé la saison dernière, mais je pense qu'il était capable de le chauffer jusqu'à la dernière seconde, puis ça va vraiment jouer au niveau performance. J'ai vraiment l'impression qu'il pourrait jouer des minutes cette année, LeBlanc, exactement. Puis il a fait le travail dans nos matchs préparatoires. Nafees Lyon aussi, d'ailleurs, une interception, mais lorsque tu regardes le jeu en général, le point d'interrogation pour moi parmi ceux-là, c'est Najee Murray. Pourquoi? Parce que lui, on l'a un peu déplacé un peu partout. Oui, il avait commencé comme demi-défensif. On l'a amené comme secondaire lorsqu'on cherchait justement des secondaires, lorsqu'on n'avait pas Stubblefield. On l'a mis secondaire, donc on l'avait vu, il est devenu plus imposant physiquement. Par contre, là, on l'a remis comme demi-défensif. J'ai l'impression que c'est le joueur qui va se faire battre. Puis on l'a vu en match préparatoire. En plus, il revient d'une blessure assez grave. Pour moi, c'est le joueur que les Bombers vont essayer d'exploiter dans le premier match. Puis les Hawks, puis les équipes qui vont suivre. Pour moi, c'est ce qui va être capable de suivre la cadence. Puis sinon, il va falloir qu'on trouve soit une solution à l'interne, soit il va falloir qu'on cherche à l'externe parce que, je le dis, là, Najee Murray a des difficultés. Ça va être difficile. Puis, écoute, je lui souhaite de revenir justement à un niveau optimal, mais pour l'instant, pour moi, il ne m'a pas convaincu qu'il va être dominant cette année, on va le dire. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans son cas, mais c'est vraiment mon point d'interrogation parmi les joueurs que tu as nommés. On a gardé au sein de l'alignement un joueur qu'on a signé cet hiver, Bryce Cosby, 25 ans, qui a joué aussi et qui a appartenu rapidement aux Raiders de Las Vegas. Dans le cas de Leblanc, pour terminer sur son cas, il a joué dans la NFL de 2016 à 2020, quand même été un partant là, dans la plus grosse ligue de foot au monde. J'ai l'impression que c'est un gars qui est ici pour les bonnes raisons. Donc, c'est un vétéran, il a déjà fait son salaire, il aime le football, veut se créer une place. Comme tu as mentionné, je pense qu'on devrait le voir quand même plus tôt que tard. Mais oui, quelques points d'interrogation au niveau de cette tertiaire. On espère qu'on pourra vraiment élever notre jeu tout au long de la saison pour avoir le niveau de l'année passée. Passons maintenant rapidement aux unités spéciales. Là, on a parlé un petit peu des joueurs qui vont former cette unité. Richards, Quentin Arcou, mais plusieurs Québécois de qualité. Alexandre Gagné, qui est un leader exceptionnel. Frédéric Chagnon, Régis Sibassou. Donc, on a quand même plusieurs joueurs qui vont avoir un rôle important. Il y a des joueurs qui viennent d'ici. David Côté est de retour en tant que batteur de précision. C'est sûr, il a eu quelques pépins l'année passée. Semble avoir entrepris le camp avec confiance. C'est du côté de Joseph Zema où ça peut-être un petit peu plus compliqué. Là. Il a eu une très, très bonne saison. Ça a été plus ardu au match de la Coupe Grey. Quelques échos que ça a été un petit peu moins facile par moment durant le camp d'entraînement. Et finalement, James Letcher qui a eu, disons, la confiance de ses patrons. On a libéré Chandler Worthy. Letcher qui a eu une très, très, très bonne fin de saison. Donc, un petit receveur de passe très dynamique qui retournera les botter. Parle-nous de cette unité, mais surtout de la situation des batteurs là, avec Côté Zema.
Je l'ai dit, pour moi, le succès des Alouettes cette année va passer énormément par ces deux unités-là, l'unité de couverture de beauté, l'unité de retour de beauté, que ce soit dégagement, beauté d'envoi, peu importe. Les Alouettes doivent être dominants dans cette phase-là, puis ils ont les joueurs pour. Et Joseph Zema, c'est bizarre un petit peu que sa Ouais, situation parce que jusqu'à la Coupe Grey, écoute, tout allait bien. c'était probablement le meilleur batteur l'an passé avec Richie Leone là, d'Ottawa, qui est dur à battre, mais il avait été extraordinaire la saison dernière. Puis moi, c'est son placement de ballon qui avait été qui est magistral. Il fait croire au retourneur qui s'en va dans une direction, il botte dans l'autre, oublie ça, il ne se rendra pas, le ballon tombe par terre, il s'en va sur les lignes de côté. Extraordinaire. Puis même lors du match de la Coupe Grey, où honnêtement, ça avait été probablement son pire match en carrière, Ouais. il avait réussi un botté extraordinaire qui s'est retrouvé à la ligne d'inversion. C'est c'est bizarre parce que moi, je me disais, c'est juste un match, il va revenir au camp d'entraînement. Puis oui, tu l'as dit, quelques bottées ratées durant le camp d'entraînement. Puis surtout, mais pas surtout, mais il a quand même réussi des bottées très, très précis. Donc, dont un où justement, il a déjoué complètement le retourneur d'Ottawa, l'a envoyé dans la direction complètement opposée. Le ballon est sorti, je pense, à la ligne de 5. Donc, il y a ça en lui. C'est juste qu'il faut qu'il trouve son rythme. Je Trouve la ne sais pas confiance. qu'est-ce qui se passe vraiment. Puis on a gardé un autre botteur au besoin sur l'équipe de pratique. Donc, dans son cas, c'est vraiment juste de trouver son niveau. Au niveau de David Côté, on sait que ce n'est pas le joueur le plus puissant, pas le batteur le plus puissant, mais juste lui, il va devoir être constant cette année au niveau de ses placements. C'est clair que ce n'est pas le joueur qui va aller chercher toujours des 50-55 verges, mais en bas de 45, il devrait toujours la mettre entre les poteaux. Donc, c'est vraiment ça sa force. C'est vraiment ça. C'est la raison pour laquelle il est à Montréal, dans le fond. Puis bon, on n'a pas un joueur plus puissant, un batteur plus puissant qu'on pourrait définitivement trouver. Mais j'ai hâte de voir justement dans son cas aussi à quel point la constance va être présente. Puis pour des retourneurs, je vais finir avec ça. James Letcher, extraordinaire saison l'an dernier. Cette année, j'ai hâte de le voir cette année. Les équipes s'adaptent souvent au type de joueur. Donc, on l'a vu sur les vidéos, on sait ce qu'il est capable de faire. Ça va être à lui justement de se démarquer. Puis de faire un petit peu comme, euh, comme le joueur à Ottawa, Dedman, qui Ouais. retourne les bottées là-bas, extraordinaire. Puis lui, année après année, il trouve différentes façons. Puis ça, les plus grands amateurs là, de football, je vous invite à regarder un peu comment Dedman travaille. Euh, puis lui, il trouve toujours. Des fois, il change complètement son approche. Puis Jim Letcher, j'ai l'impression, lui va devoir changer son approche un petit peu. Pas nécessairement toujours foncer directement, Être juste moins des fois être un peu prévisible. plus patient, puis tu sais, ça, devenir plus imprévisible. Je pense que ça va être sa mission cette année, mais il y a toutes les habiletés pour, mais ça va être de s'ajuster parce que les équipes vont s'être ajustées à lui définitivement. Voilà pour les joueurs qui formeront votre édition 2024 des Alouettes de Montréal. On a parlé de stabilité à certaines positions. Ça a été le cas aussi au niveau des équipes d'entraîneurs. Euh, Pratiquement tout le monde est de retour, là. Jason Moss, Northup, Anthony Calvillo, Baron Archambault, Luc Brodeur-Jourdain, Greg Quick et autres. J'aimerais que tu nous dises, au niveau de cette unité, quelle différence tu as vue durant le camp? Évidemment, plusieurs, Maman en est à sa deuxième année, donc la préparation n'est pas la même, mais qu'est-ce que tu trouves que cette unité a gagné en tant qu'entraîneur, en tant que groupe et qui peuvent aider à transposer pour l'édition 2024 là? Ben, je vais paraphraser Jason Moss parce que j'ai lui posé la question l'autre jour à l'entraînement, puis il m'a dit, il a répondu textuel, il a dit l'expérience. Puis j'ai tendance à être d'accord avec lui. Les Alouettes, l'an passé, moi, je vais me rajouter un deuxième, mais l'expérience, c'est clair. Les Alouettes, l'an dernier, première année à Montréal pour Jason Moss, à s'adapter au complexe d'entraînement, à s'adapter aux joueurs, à s'adapter. Ben, c'est ça, c'est vraiment s'adapter aux joueurs de comment est-ce qu'ils vont être capables de répondre à son système offensif. Puis, c'est pas un système qui apparemment est facile à comprendre. Donc, déjà là, tout ce qui a justement, il a été capable de le faire, il a mené l'équipe à la Coupe Grey. Cette fois-ci, il y a plus d'expérience. Mais moi, ce que je sens vraiment dans cette équipe-là, c'est le niveau de confiance. On, on arrive à cette saison-ci, c'est pas la même chose que la saison Du dernière. tout. Ouais. On arrivait un petit peu dans l'inconnu. Puis Fajardo l'a bien dit dans son speech d'avant la finale de la Coupe Grey, où est-ce que les gens plaçaient les Alouettes 9e. Exact. Honnêtement, est-ce qu'il y avait vraiment un autre endroit où on pouvait les mettre la saison dernière à ce stade-ci? Je pense que lorsqu'on regardait cette équipe-là, on avait le droit de se poser des énormes questions par rapport à l'attaque, par rapport à la défensive, par rapport aux unités spéciales. Il y avait vraiment tout qui était venu en question. Cette année, on a vraiment l'impression que on continue, le train continue, puis la confiance semble inébranlable de cette équipe-là. On parlera après le premier match où justement les Bombers sont un test assez sérieux, mais sérieusement, cette équipe-là, on sent vraiment qu'il y a une confiance qui règne autour de cette équipe-là. Il n'y a personne qui se défile, tout le monde pense on va être capable de réussir le prochain jeu, peu importe. Puis
de la façon dont les partants ont joué contre Toronto, ça augure très bien. Offensivement, en 2 séquences, ça a donné 10 points, c'était fini, c'était réglé. Merci, bonsoir. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner, mais la confiance et l'expérience, c'est les 2 éléments qui étaient là, a Et, définitivement gagné. et avant de te demander un petit peu tes prévisions pour cette année, ça a été un point important de ralliement de l'année passée. Là, tout le monde, everybody was counting us out. C'était les Alouettes contre la Ligue. Et dès que les Alouettes ont gagné ce championnat-là, le discours de tout le monde, ça a été ben, on y va pour le two-peat, on veut répéter l'exploit. C'est sûr que les attentes sont différentes. En ce moment, dans le Power Ranking, les Alouettes sont placés premiers, mais je pense que ça pourrait être un élément, encore une fois, de motivation supplémentaire que ben, dès que ça va commencer à aller, on a l'impression que les gens vont retomber dans le même discours. Alors, ça va être vraiment de rester au-dessus de la mêlée du côté des joueurs des Alouettes. C'est un élément de motivation complètement différent par rapport à l'année passée, mais comme tu l'as dit, tu as côtoyé les joueurs, tu as vu ce qui s'est passé durant l'entraînement. On arrive, on a faim, encore une fois. On veut que les gens nous sous-estiment. On veut prouver tort à tout le monde. Donc, c'est intéressant, encore une fois, pour cette année. La Coupe Grey 2024 sera en Colombie-Britannique. On a beaucoup, beaucoup d'attentes du côté des Lions. J'aimerais que tu nous dises ce que tu vois du côté des forces en présence, du côté des Alouettes dans l'Est. Euh, qui tu vois comme puissance dans la LCF au total et jusqu'où tu peux voir, jusqu'où tu vois les Alouettes aller, là, le petit jeu il peut se passer tellement de choses dans une saison. Personne n'aurait prédit ça en début d'année passée pour les Alouettes. Il peut se passer tellement de choses, mais on se projette vers l'automne prochain là, qui tu vois comme les potentiels champions là, et jusqu'où pourraient aller les Alouettes. Écoute, c'est une question qui est assez complexe à répondre. Puis c'est sûr qu'à ce stade-ci, l'an passé, je ne t'aurais jamais dit que les Alouettes allaient gagner la Coupe Grey. Par contre, cette année, j'ai l'impression que les Alouettes. Puis je vais commencer par ça, puis après ça, je vais un petit peu. Ça va être un peu une élaboration de la réponse. Mais pour moi, les Alouettes, cette année, dans ma prédiction, en tout cas, c'est écrit sur Internet, fait que je ne peux plus reculer. J'ai dit que les Alouettes allaient battre les Lions en finale de la En Coupe Grey, finale. novembre prochain. Euh, pour 2 raisons. La première chose, pour moi, les Alouettes ne seront pas premiers dans l'ordre des puissances à la fin de l'année. Je pense que les Lions de la Colombie-Britannique vont être premiers. OK. J'ai l'impression que les Alouettes vont être deuxième, puis que les Bombers vont finir troisième au niveau des puissances. Dans l'Est, la raison pour laquelle je place les Alouettes en finale, puis gagner le trophée, premièrement, dans l'Est, lorsqu'on regarde dans l'Est, Toronto a perdu Chad Kelly pour au moins les 9 premiers matchs de l'année, si ce n'est pas plus. Donc, Cameron Dukes ne m'a vraiment pas convaincu pour l'instant, Non. qui est capable de devenir, qui est capable d'être ce carrière-là pour amener les Argos plus loin. Euh, Ottawa, on sent qu'on est dans une nouvelle phase avec Drew Brown, mais Drew Brown, encore une fois, première année comme carrière partant dans la Ligue canadienne, ça va être difficile, j'ai l'impression, pour lui. À Hamilton, j'ai regardé l'équipe qui va se présenter à Calgary, même si je les ai mis vainqueurs contre Calgary, je j'ai la misère à croire que cette équipe-là va vraiment être dominante cette année. Beau Levi Mitchell est vieillissant. Oui, Taylor Powell a été bon l'an dernier, mais c'est pas encore un carrière établi numéro 1 dans la Ligue canadienne. On a perdu des gros éléments Donc, tout aussi. ça pour dire que j'ai l'impression que l'Est, ça va jouer à Montréal. La finale de l'Est va jouer à Montréal. Puis les Alouettes, justement, vont avoir cet avantage-là de jouer à la maison pour une fois. Ça fait une éternité qu'on n'a pas joué à Montréal. Si je ne me trompe pas, 2011, c'est la dernière fois pour une finale de l'Est. Donc, ce serait vraiment bien. Puis à ce moment-là, ça prend une victoire pour te rendre à la Coupe Grey. Puis de l'autre côté, je pense que les Lions vont finalement battre les Bombers. Winnipeg est sur une pente descendante Ouais. depuis l'an passé. Puis, ce qui est assez drôle, c'est que celui qui m'a engagé à Tudor Nation, c'est lui qui couvre les Blue Bombers de Winnipeg. Et puis, toute l'année passée, je l'ai texté pendant toute l'année, j'ai dit les Bombers sont en pente descendante. Il me dit ah non, non, inquiète-toi pas, les séries vont arriver, puis ils vont répondre. Finalement, j'avais raison parce que les Alouettes ont gagné la Coupe. Puis, pour moi, les Lions vont avoir une pression énorme sur les Ouais. épaules lors du final de la Coupe Grey. Oui, les Alouettes visent une deuxième Coupe Grey, mais eux doivent absolument gagner avec les joueurs qui ont le match est à domicile, serait à domicile pour eux autres. Donc, j'ai l'impression que la pression serait peut-être un peu trop grande sur les Lions, puis les Alouettes, justement, pourraient encore une fois se faufiler, puis oui, être encore l'équipe négligée en finale de la Coupe Grey, puis encore de la gagner. Donc, moi, c'est la façon dont j'ai vu les choses, dont je vois les choses, puis évidemment, je pense qu'on verra qu'est-ce qui arrivera, mais ce serait vraiment le fun de pouvoir couvrir une finale en Absolument. Colombie-Britannique entre les Alouettes et les Lions. Ça ferait des histoires absolument incroyables. Stanback et Adams Jr. Ouais. contre les Alouettes de Montréal. La nouvelle garde versus l'ancienne. Écoute, on pourrait y en écrire des histoires pendant des semaines. Ça serait vraiment, vraiment intéressant comme duel.
j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner cette saison-là. Je suis vraiment excité. J'ai hâte de commencer. Puis c'est le fun. Il y a un match par jour, donc c'est le fun pour les partisans. Donc, il y a du Exactement. football pour la fin de semaine. Donc, j'invite tous les gens à regarder ces matchs-là, regarder les Alouettes jouer. Puis ça, je le dis à chaque année, la Ligue canadienne, c'est une belle ligue. Oui, c'est pas la NFL, Vraiment. mais on a un excellent produit, des joueurs très bons. Puis allez demander à tous les joueurs qui ont passé par la Ligue canadienne, qui pensaient que ça allait être facile. Je vous garantis qu'il y en a plusieurs qui ont gagné beaucoup de respect pour cette ligue-là. Donc, c'est ça que je souhaite aux gens. Une bonne saison, puis j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Une question complexe, Pablo, mais que tu as répondu avec brio. Et justement, je fais du pouce sur ce que tu viens d'amener, que s'il y a une équipe marketing qui fonctionne actuellement, là, ben, c'est bien celle des Alouettes qui réussit, pardonnez-moi l'expression, mais à cacher sa participation au, euh, à la Coupe Grey. On a fait un documentaire, on a présenté des épisodes extraordinaires de notre parcours l'année passée. On amène des innovations au stade. Donc, oui, le stade Percival Molson n'appartient pas aux Alouettes, mais on met notre empreinte sur les événements qui seront des matchs de football aux Alouettes. On écoute nos partisans, juste voir la quantité de partenaires commerciaux, financiers qui se sont joints au bateau, à l'organisation cette année. C'est quand même hallucinant. Et je pense qu'aller au stade Percival Molson en 2024, ça va être une expérience qui va avoir été revampée. Il y avait quand même plusieurs points améliorés. Je pense que ça a été adressé. On a un propriétaire qui est investi à faire fonctionner les choses. Donc, allez au stade Percival Molson cet été. Oui, oui, regardez les matchs à la télé, mais allez-y sur place. L'ambiance est survoltée. Dans les belles journées d'été, il n'y a pas grand-chose de mieux que le stade Percival Molson D'accord. en plein été dans un bon match de football. Beaucoup de matchs le jeudi, mais encore une fois, je l'ai dit, l'équipe a écouté ses partisans. On a sondé les partisans pour savoir à quel moment on préférait avoir des matchs. Parfois, les gens au Québec, la fin de semaine, on la passe avec notre petite famille. On veut être un petit peu plus casanier, peut-être, des petites sorties, autres. Mais beaucoup de matchs le jeudi. Les partisans des Alouettes aiment que les matchs soient le jeudi, surtout à la maison. Ben, ça va être énormément le cas cette année. Donc, c'est une équipe, pour moi, on a parlé de ce qui se passait sur le terrain, mais le off-season, chapeau à l'équipe administrative des Alouettes qui a fait un travail formidable pour rallier les partisans. 2024 va être une très belle année, selon moi. Moi, j'ai hâte de voir ça. J'ai vraiment hâte de voir ça. Je termine l'épisode, Pablo, en rappelant aux gens de consulter des articles sur Three Downs Nation et aussi votre podcast L'Envol qui s'envolera dans les prochains jours. Vous avez trouvé un nom très, très, disons, qui fit bien avec l'organisation des Alouettes. Très hâte de vous écouter vos épisodes hebdomadaires. Donc, gros merci pour ta participation. Je pense que ce fut vraiment très, très plaisant comme exercice. On a présenté l'équipe aux gens. J'espère qu'on vous a vraiment mis l'eau à la bouche pour cette saison fort intéressante qui sera devant nous. Fait qu'encore une fois, Pablo, je peux juste être très reconnaissant de ta participation au temps d'arrêt. Vraiment, vraiment une belle saison 2024 qui s'en vient devant nous, là. Absolument. Un gros merci pour l'invitation. Puis comme je vous dis, c'est le fun de voir, de partir une saison, c'est toujours excitant. Puis on se reparlera d'ici la fin de la saison, c'est sûr. Puis on pourrait avoir une autre discussion la mi-saison, peut-être en fin de saison. Donc j'ai bien hâte. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Merci beaucoup, Pablo. Écoute, tu vas être très occupé, très gentil de prendre du temps pour nous aussi. Très apprécié pour moi et les auditeurs du temps d'arrêt. Alors, merci beaucoup. Bonne saison 2024 des Alouettes et on se dit à un prochain épisode du temps d'arrêt.